Finance ta liberté. Finance ta liberté. Finance ta liberté. Finance ta liberté. Bonjour. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le deuxième podcast avec mon collègue Olivier. Donc, mon nom est Pierre-Gabriel. Je suis étudiant à l'ESG à l'UQAM en management. Et Olivier est étudiant à l'ESG en finance aussi. Le sujet principal pour aujourd'hui qu'on a décidé de parler, c'est l'éducation scolaire versus l'éducation personnelle, ou que l'éducation personnelle peut nous rendre plus loin dans la vie, ainsi que l'éducation scolaire versus l'éducation financière, en quoi l'éducation financière est laissée de côté dans le système scolaire en ce moment. Je suis super heureux aujourd'hui, on a une invitée vraiment intéressante. On est vraiment content de l'avoir sur notre émission aujourd'hui, sur notre épisode. Son nom, c'est Agustina Melchard. C'est bien ça? C'est bon, tu l'as eu. Oui, c'est bien ça. Okay. Donc, elle fait une maîtrise en sciences de la gestion, profil gestion internationale. Elle a un background en comptabilité ainsi qu'un background en finance et technologie d'affaires. Comment on a rencontré Agustina? C'est vraiment une histoire pas drôle, mais intéressante. Intéressante, oui. Intéressante, c'est ça. On a parti notre page Instagram, comme je vous ai dit, Finance ta liberté. Vous pouvez aller vous abonner. Donc, oui, on s'est parti la page Instagram. On postait des photos, des citations sur différentes choses. Et on avait posté une photo de M. Robert Kiyosaki, un de nos grands idoles. Vous allez beaucoup en entendre parler aujourd'hui. Que ce n'est pas l'éducation scolaire qui permet d'atteindre nécessairement l'excellence, mais aussi beaucoup l'apprentissage et l'éducation par soi-même. Donc, Agustina, elle est partie sa propre page Instagram qui s'appelle Capsule ta vie. Donc, je vais la laisser expliquer c'est quoi ce projet-là, se présenter. Et voilà. Donc, c'est un peu comme ça qu'on s'est rencontrés. Puis, c'est maintenant, aujourd'hui, qu'on vous la présente. Bon, ben, merci Pierre-Gabriel. En fait, oui, Capsule ta vie, ça fait 3 semaines que j'ai commencé ça. C'est un blog. Donc, on vit dans une génération où est-ce que on a plus tendance à vlogger, hein, genre montrer des vidéos YouTube et tout. Puis je me suis dit, moi, j'aime ça écrire, j'ai toujours aimé écrire. Je rédige très vite aussi, fait que c'est quand même un atout. Et je me suis dit, surtout que ce qu'on vit en ce moment, la pandémie, c'est pas facile. Et on a tendance, nous, les jeunes professionnels, à dire, ben, qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, je suis finissant, mais est-ce qu'il n'y a pas beaucoup d'emplois qui s'offrent à moi en ce moment? On est limité à plusieurs contraintes en ce moment. Donc, j'avais beaucoup d'amis qui me disaient, mais comment tu as fait pour, je sais pas, pour avoir un emploi? Comment tu as fait pour finir tes études? Comment tu as fait pour avoir ce balance, tu sais, comme ce lifestyle qu'on dit toujours, faut avoir une vie balancée, saine dans nos activités quotidiennes. Là, je me suis dit, bon, ma mère me dit, mais pourquoi tu ne pars pas un blog? Parce que, regarde, tu as quand même beaucoup d'amis qui te demandent et je me suis dit, ben, OK, parfait, je vais me lancer, mais quelle idée? Comment je vais faire ça? Comment je vais partir de ça? Le trend qu'on dit, tu sais. On est aussi dans un aspect marketing. Quand on est dans les réseaux sociaux, je pense que quand on fixe un objectif, que ce soit comme très concis, dans le sens qu'il faut présenter une idée, puis quand on présente une idée, c'est vraiment le visuel. Donc, je me suis dit, ben, c'est quoi le trend? C'est quoi l'idée? Fait que je me suis dit, ben, pourquoi pas faire des capsules quotidiennes? Donc, c'est là que ça m'a inspirée. Puis, Capsule ta vie, c'est vraiment l'art d'inspirer les autres, de faire en sorte que les autres puissent partager leur quotidien. Donc, faire une rétrospective de leurs activités quotidiennes et pouvoir le partager au sein d'une communauté diversifiée, en fait. Donc, j'ai commencé par ma première capsule de vie intitulée Constat. Donc, j'ai fait un constat, peut-être que ça peut joindre aussi la thématique d'aujourd'hui, c'est qu'on voit beaucoup d'étudiants frustrés parce qu'ils ont tendance à vouloir exercer dans une profession. Par exemple, moi, je cite toujours la comptabilité parce que j'ai fait une technique en comptabilité et je me suis rendu compte à la fin de ma technique que c'est pas ça que je voulais faire dans ma vie. Je voulais pas être CPA, mais ça m'a beaucoup aidé pour la gestion de mes finances personnelles, d'ailleurs. Donc, il y a beaucoup de pression aussi au niveau des comptables. Ça, j'ai vu dans ma technique. Comme quoi, si tu es comptable, tu fais du cash. Comme, tu vas loin, tu vas voir ta maison. Tu sais, moi, je me rappelle au début de ma technique, ouais, moi, là, mon père m'a dit que quand tu es comptable, tu as ton méga char, tu as ta méga maison. J'ai dit, OK, mais est-ce que c'est vraiment ça le but de la vie, genre? Tu sais, fait, capsule ta vie, c'est vraiment
c'est loin d'être seulement un côté financier puis débattre sur la finance, non, mais c'est de voir les aspects de notre vie et dire à quel point on peut avoir un balance. Puis ça implique également dans ta vie, tu ne peux pas faire une activité sans toucher l'argent. Tu sais, l'argent, c'est quelque chose qui fait rouler l'économie, notre monde en tant que tel. Et il faut savoir bien manipuler ces sommes d'argent, les fonds qu'on reçoit, nos revenus et également les investissements. Donc, c'est ça le but de Capsule ta vie. Voilà. Donc, une balance dans tout. Une balance en tout, oui. Ah, ouais. Oui. Que ce soit intérieurement, que ce soit dans tes finances. La finance, le bien-être humain, on ne peut pas déjouer le système. Hein. Le système est fait de même. On est entouré de ça. L'économie roule grâce à la business, grâce aux compagnies, grâce à l'argent en tant que tel. Puis on se trouve c'est pour ça qu'on a des ouvriers, c'est pour ça qu'on a des postes pour n'importe qui dans cette société, que ce soit les personnes qui sont caissières. Bon, en tout cas, ça fait rouler l'économie. En Oui, oui. L'important là-dedans, d'après moi, c'est de suivre sa passion. Puis pas de se faire hypnotiser justement par l'argent puis choisir son métier en conséquence. Ouais. L'affaire, c'est que beaucoup pensent que la passion, c'est d'un côté artistique. Donc, c'est pour ça que moi aussi, dans une de mes capsules, curiosité, c'est... Vas-y. Vas-y, Ali. Ah ben, c'est une passion, c'est pas nécessairement comme tu dis, artistique ou quand même. C'est une passion, moi, mettons, j'ai trouvé une passion pour la finance personnelle, qui est clairement pas quelque chose d'artistique non plus. Puis c'est ça. Genre, en fait, j'ai une passion pour les finances personnelles. En fait, moi, j'étais quelqu'un qui lisait vraiment pas beaucoup. Dans ma vie, jusqu'en secondaire 5, à peu près, j'avais lu en tout à peu près 2 livres, je pense, dans ma vie. Oh. Puis là, de finances personnelles, je suis rendu à peu près 5-6 livres à peu près. Fait que j'ai comme découvert finalement, ça c'était à l'extérieur de l'école. Puis je trouve ça vraiment intéressant de voir que justement, il y a de l'apprentissage beaucoup plus intéressant que celle de pour moi. Fait que je trouve qu'il y a d'autres personnes qui devraient le découvrir aussi. Absolument. Moi, je pense que la lecture, c'est quelque chose qu'on a perdu au fil du temps. C'est pour ça que je mise vraiment ce blog. C'est d'amener les gens à lire, tu sais. C'est des lectures d'environ 1 à 5 minutes, mais tu sais, des fois, juste lire un paragraphe, ça peut changer ta perspective au complet, tu sais. Exact. Donc, voilà. J'appuie vraiment ce que tu dis. Et dans quel sens, tu sais, tu disais l'argent, c'est côté artistique. Dans quel sens tu veux dire ça, artistique? C'est que c'est quelqu'un qui fait de l'art ou qui... C'est ça, parce que des fois, je sais pas si... mais quel enfant créatif! Tu vois? Comme, mais quel enfant passionné! Tu sais? Okay. Je pense qu'on sous-estime ces termes-là et je pense qu'on devrait mieux définir, comme Olivier dit, la passion. C'est la créativité humaine, OK? Il y a eu des inventions, tu sais, mettons, moi, je prends exemple toujours le même exemple, c'est Gutenberg qui a fait l'invention de l'imprimerie en tant que telle. Okay? Ça a amené à partager des idées humanistes. C'est quoi les idées humanistes? C'est les connaissances en tant que telles. Donc, je pense qu'il faut revenir à nos sources, à un moment donné, arrêter de tomber dans ce piège du paraître de la société qui nous dit si tu fais ça dans la vie, tu vas avoir ça, tu vas avoir plein d'abonnés, tu vas devenir ça, tu vas devenir comptable, tu vas être riche. Non. Olivier, ce qu'il veut dire, c'est que la passion en tant que telle, c'est à quel point tu es dévoué dans ce que tu fais quotidiennement. Qu'est-ce que tu aimes faire en tant que tel? Parce que peut-être, toi, tu aimes couper des cheveux, mais être coiffeur, des fois, la société dit « mais comment tu vas être coiffeur? Tu ne vas pas faire de cash, tu sais. » Puis, en réalité, c'est que, oui, tu peux faire de l'argent. Tu peux faire de l'argent dans tout dans cette vie, tu comprends? C'est question de cibler les objectifs, de bien voir ce que tu veux faire. Parce qu'en réalité, c'est ça, le monde roule à travers de la business. Fait que si tu veux être coiffeur, tu peux ouvrir ton salon puis investir là-dedans. C'est sûr que dans la société qu'on vit, c'est difficile des fois, quand tu as un salaire minimum, de cueillir des fonds plus rapidement. Mais moi, je pense que c'est pas impossible, que rien n'est impossible. Oui, mais c'est ça, désolé, je vais dire quelque chose, je vais juste ajouter quelque chose, mais c'est juste que, mettons, tu dis qu'il y a un coiffeur, je pense que tu allais dire ça, mais tu peux avoir plusieurs succursales de coiffeurs et ou sinon, par rapport à tes investissements que tu fais de côté, ben, tu peux rendre ça intéressant pour toi. Tu peux faire des investissements qui te rapportent de l'argent, puis tu peux très bien réussir dans ta vie grâce à ces investissements-là. Exact.
c'est par rapport à la gestion aussi financière, hein, dire, sérieux, c'est que même dans le livre que tu as dit, Rich Dad Poor Dad, Ah, tu l'as lu aussi. ouais, ouais, en fait, ça, c'est une longue histoire. Moi, je l'avais en espagnol. En fait, moi, j'ai fait un échange étudiant et je l'ai perdu en Italie. Mm. Et, oh mon Dieu, quand j'ai perdu ce livre, et moi, j'étais seule parce que j'ai décidé de faire un trip solo, là. Quand j'ai perdu ce livre-là, je te jure, j'ai pleuré. Parce que quand tu es en voyage toute seule, les émotions, tu les vis fois mille. Fois mille. Mais je trouvais que c'était tellement un bon compagnon que j'étais en train d'apprendre, tu sais. Puis en même temps, quand tu voyages, tu dépenses. Fait que tu me dis, tu te remets en question un peu comme, waouh, hein, c'est fou, hein, faire une expérience de même, puis avoir gaspillé tant d'argent. Puis en tout cas, pour moi, c'était un projet, parce que je devais comme, c'est moi qui me l'ai tout payé en tant que tel. Fait que je devais faire mon budget, je devais savoir c'était combien mon loyer, qu'est-ce que j'allais payer. Fait que tu sais, tu apprends beaucoup là, de la gestion un peu financière. C'est là que j'ai appris vraiment. Même si j'ai un background en compta, là, pour moi, là, en comptabilité, quand je faisais ma technique, c'était du chinois. OK? C'était du chinois. Je l'ai bien fait, j'ai fini ça, mais je te dirais qu'en ce moment, je comprends mieux ma technique, puis je comprends mieux. Mais ça, c'est le vécu. Si tu n'as pas de vécu, si tu n'oses pas, tu prends pas de risque. Fait que je pense que ça aussi, c'est un aspect important dans la finance. Il faut oser à prendre des risques. Mais je ne Exactement. veux pas trop me dévier du Non, sujet. mais c'est ça. Je vais continuer avec le sujet principal parce que je voulais vraiment qu'on aborde ça. Comme j'ai dit, quand on s'est abordé la première fois, c'était vraiment selon juste une photo qu'on a mise sur notre page Instagram. Puis, on parlait de l'éducation scolaire versus l'éducation personnelle. Olivier, tu pourrais-tu nous expliquer un peu c'est quoi la différence entre les deux? La différence entre l'éducation Entre l'éducation scolaire et l'éducation personnelle. et personnelle. Ouais. Ouais. En fait, grosso modo, c'est éducation scolaire, école, éducation personnelle à maison, par ta propre volonté, en fait, que tu n'es pas obligé de suivre. Mais admettons, on va plus profondément, je dirais éducation scolaire, ça serait justement l'éducation à l'école qui est l'éducation traditionnelle. On n'apprend pas sur les finances personnelles ou justement à suivre ta passion, à te découvrir toi-même, à s'intérioriser, comme je dirais. Par exemple, depuis 2017, ils ont implanté en secondaire 5 un cours de finances personnelles. Je pense que c'est... Mais PG, toi, tu l'as suivi. Puis il t'a dit que justement, ça faisait juste survoler la base, rien vraiment d'intéressant. On parle un peu exact. Oui, considérant ça, oui. Parce qu'on dit l'éducation personnelle, c'est sûr que l'éducation personnelle, nous autres, on mise beaucoup sur l'éducation financière pour justement avoir une vie qui te permet d'avoir une liberté de faire qu'est-ce que tu veux en général. Et moi, je pense que le plus tôt que tu commences à apprendre, le plus tôt que tu fais des erreurs, par exemple, dans des investissements quelconques, le plus que tu vas apprendre de tes erreurs. C'est pas à 45 ans que tu dis, là, tu es rendu avec 45 000 de côté, tu dis, je vais l'investir dans, mettons, un Bombardier. Puis tu n'as aucune idée dans quoi que tu veux t'investir. Don't do that! Don't do that, mais tu sais, parce que quand tu le sais pas, puis tu fais juste commencer, tu peux pas vraiment savoir si c'est la bonne décision que tu peux prendre. Puis dès que tu fais l'erreur, après ça, ben c'est beaucoup plus fatal lorsque tu prends ta décision à 45 ans que si tu mets un 1 000 $ dans Bombardier à 20 ans, puis que tu perds ton argent, ben c'est pas grave, tu peux le récupérer après. Tandis qu'à 45 ans, c'est pas le temps de faire ces erreurs-là. Mais tu sais, c'est au niveau... Vas-y, Non, vas-y. Je voulais juste rajouter que souvent à 45 ans, c'est souvent des plus gros montants aussi que quand tu as 20 ans. Fait que exact. Quand tu as 20 ans de plus, des petits montants, la chance de perdre moins. Il faut comprendre aussi, on met l'exemple d'un monsieur à 65 ans qui mise sur Bombardier. Okay. Oui. Mais il faut comprendre que ce qui est beau dans notre génération, c'est qu'il y a de plus en plus de jeunes qui sont intéressés par la finance personnelle. Ouais. Et j'en fais, moi, j'essaie toujours, je suis même en ce moment, je me suis inscrite dans une simulation boursière, genre juste pour voir, juste pour essayer puis comprendre. Mais moi, je pense que si tu ne comprends pas le monde et la business, tu ne vas jamais comprendre les actions ou investir. Je pense que avant de te lancer en investissement, surtout quand on parle de la bourse, c'est une question de connaître les industries aussi, puis être dans l'actualité quotidiennement.
Euh, Puis ma question, c'est est-ce que tous les jeunes s'intéressent là-dessus? Non, mais justement, comme que disait Olivier, moi, j'intitule ça, c'est pas un intérêt, c'est un contre-skills que j'appellerais. OK. Fait que c'est un skill que, par exemple, pas tous les jeunes qui s'intéressent, mais les jeunes qui ne s'intéressent pas nécessairement à ça, Mm. pour eux, ça serait un contre-skill. C'est un skill que tu n'aimerais pas nécessairement avoir, mais qui est important pour toi. Parce que si, je vais pas cacher les cartes, là, tu sais, si tu n'apprends pas des choses que tu vas vont contre ton gré, mais ça ne te permet pas de te développer encore plus. Moi, je pense que dès que, mettons, moi, je suis pas. Je connaissais pas vraiment ça. Puis en m'intéressant à ça, j'ai commencé à vraiment développer plus ça, le côté finance et tout. Je pensais jamais avoir réussi à développer ça. Puis c'est arrivé comme ça. Puis ça m'a donné un plus gros apprentissage encore plus grand parce que je voyais des nouvelles perspectives, des nouveaux horizons qui pouvaient se présenter devant moi. Et puis ça donne un plus gros développement personnel, je pense. Puis c'est ça, un contre-skill, c'est euh, en général, il y a différents skills qui peuvent être intéressants, mais qui sont souvent laissés de côté par la population générale parce qu'ils se disent ah, ben, j'ai pas le temps pour ça ou ils veulent pas prendre le temps pour ça. Par exemple, des lectures des états financiers qui sont importants pour de l'investissement. Le marketing, comme on parlait tantôt avant l'émission, le marketing qui est quelque chose de plus côté vente. Donc, la vente aussi, la comptabilité, la gestion, la négociation, c'est toutes des choses importantes. C'est des skills qui peuvent te rendre justement plus loin puis qui sont plus laissés de côté de la population générale. Pour revenir au concept d'éducation, c'est éducation personnelle versus éducation financière, c'était ça? Non, Hein? éducation scolaire. On voulait parler de l'éducation scolaire puis de OK. l'éducation personnelle. Puis, il y a un autre volet aussi qui c'est plus éducation scolaire versus l'éducation financière qui est laissée de côté en ce moment. Donc, OK. voilà. OK. Moi, je pourrais dire de quoi là-dessus, c'est que les jeunes, ils pensent que quand ils vont graduer, ils vont être riches. Tu comprends? Oui, ça, je comprends, oui. Le plus que tu as d'études, le plus que tu fais du cash. Puis je pense qu'il faut juste changer notre perception par rapport à l'éducation en tant que telle. Tu sais, se mettre dire, ben moi, je fais ça parce que j'aime ça, puis je veux acquérir ces connaissances-là. Puis à partir de quand je vais avoir mon diplôme, ben je vais pouvoir faire ça, 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 ça. Et une job. Tu comprends? Oui, oui, ça, je Fait que, comprends totalement. fait que je pense que ça, c'est aussi quelque chose d'important, c'est de miser comme, je pense que Olivier disait, mais la connaissance, toi-même, être à l'affût. Tu sais, même si tu étudies en management, avoir un intérêt en finance, c'est très important parce que tu comprends mieux le monde des affaires. Donc, ça rentre dans le background. Mais comme tu dis, ça n'arrive pas d'un claquement de doigts, tout ça. Non, C'est ça quelque chose arrive que avec tu le temps. travailles pour, puis Ouais. c'est ça. Et sur l'émission Finance à liberté, on n'est pas ici pour vous dire, ah, OK, ben demain, vous allez être riche, là. Non, 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 c'est Non, pas comme c'est ça que ça ça. fonctionne. Il y a beaucoup de pages de même, hein? Il y a beaucoup C'est de ça. pages de Il y a même dire beaucoup de maths. tu vas faire du cash avec, abonne-toi, non, non, non. Exact. Tu sais, les coachs de vie, entre parenthèses, là, qui disent OK, ben, Ouais. tomorrow, tu vas faire 50 000 là, non, ça marche pas comme ça parce que lui, peut-être qu'il fait 50 000 mais ça fait comme 7 mois qu'il travaille là-dessus puis qu'il a juste fait ça, fait qu'il connaît très bien la technique, mais toi, tu peux pas apprendre ça en une journée. Et donc, c'est comme pour l'investissement boursier, c'est comme pour l'investissement général où, admettons, tu veux te partir d'entreprise. Tu ne vas pas te partir d'entreprise puis le lendemain matin, elle va être fonctionnelle. Là. C'est tout de l'apprentissage dans tout ce que tu fais. Ouais. Donc, ici, sur Finance à la liberté, on vous donne certaines pistes, des endroits où vous pouvez développer vos skills pour vous donner par la suite une liberté financière. Dans le fond, le but d'aujourd'hui de l'émission, là, c'est de vous montrer que c'est vraiment pas de votre faute si vous n'êtes pas intéressé par la finance en général. Nous autres, on fait juste montrer que vraiment, la finance est laissée de côté dans notre société en ce moment. Puis, comme disait Agustin, on est vraiment content aussi que les jeunes commencent à s'intéresser plus à ça. Mais nous autres, on veut donner un plus gros coup de pied pour qu'ils soient encore plus intéressés puis qu'on leur donne des bonnes solutions et des bonnes pistes par rapport à ça. Donc, c'est ça. Comme on disait, l'éducation financière dans les écoles n'est pas... est là, comme il dit Olivier, c'est 2017, c'est plus présent, mais moi, en 2015, j'en avais eu une aussi en secondaire 5. Puis, je me souviens très bien, c'était pas poussé. Tu apprends à calculer des taxes à la fin du mois. Là, tu dis, OK, ben 40 % de ça, puis c'est pas mal ça. Là. Donc, tout le côté investissement, tout le côté finance en général,
c'est ça, c'est pas là, tu sais. Tu sais comment calculer un prêt de taux parce que tu dis, OK, mettons que mon prêt il est de 15 sur mon prêt de taux, mettons. Ben, tu sais comment faire 15 du montant. Mais tu sais pas les mauvais côtés d'un prêt d'auto ou il explique aussi qu'une carte de crédit, ça a un certain pourcentage sur un prêt, c'est comme un prêt aussi. Mais tous les méfaits des cartes de crédit, tu sais, je pense pas que les personnes sont bien équipées par rapport à ce que c'est une carte de crédit en général. J'ai des expériences dans mes alentours que souvent, les cartes de crédit ne sont pas payées. Tu sais, ils ne payent pas la carte de crédit. Ils font juste dire « Ah, ben c'est de l'argent, puis elle reste là, puis elle prend de l'intérêt, mais ils ne savent pas que ça prend de l'intérêt. Puis ils sont juste contents parce qu'ils peuvent acheter des affaires qui les intéressent eux autres, mais c'est pas, ils ne remboursent pas. Puis c'est tellement pas bon, surtout côté le code des crédits. Fait que quand tu veux t'acheter une maison, un achat d'auto ou juste faire un prêt en général, quand tu as une code de crédit qui est très basse, c'est vraiment pas avantageux pour toi. Donc, tout ce côté-là, je pense que dans les écoles, ça devrait être beaucoup plus, mettre beaucoup plus d'emphase sur ça. Puis, c'est pour ça que aujourd'hui, on vous parle de ça parce que le manque d'éducation financière, ça viendrait, c'est quelque chose de flagrant, je pense, dans les écoles. Et nous autres, on voulait vraiment vous aider à pousser cette éducation, puis vous donner une nouvelle vision, puis de nouveaux défis plus intéressants. Puis c'est ça, en vous baignant un peu plus là-dedans, vous allez prendre le flow, puis suivre un peu plus cette lignée-là. Donc voilà, c'est pas mal ça en général qu'on voulait vous apporter ici, parce que tu sais, là, on vous apporte différents points depuis tantôt de l'éducation scolaire, de l'éducation personnelle, mais il ne faut pas oublier L'essence. L'essence, c'est ça. De notre podcast aussi, c'est côté plus finance, mais c'est sûr que les skills personnels, c'est quelque chose qu'on ne peut pas laisser de côté. Vraiment. Bien, ça va de pair en pair, hein? Parce que Exact. je veux dire, c'est comme. Le plus que tu développes de compétences dans ta vie, mieux c'est. Je veux dire, c'est un atout, là. Tu sais, puis je pense que la finance vient avec. C'est un gros pilier. Puis tu me disais qu'il manque d'éducation financière dans les écoles. Moi, j'ai fait 3 ans de technique en comptabilité et gestion. Et je faisais des cours de projet d'investissement. J'ai fait beaucoup de cours de finance. Le problème, c'est que si je fais une rétroaction à la personne que j'étais à ce moment-là, même si j'étudiais dans ça, je ne m'intéressais pas. Mm-hmm. Je ne comprenais pas c'était quoi l'impact sur ma vie. Ouais. Donc, pour moi, ça a été super difficile. Et être entourée aussi avec des personnes super compétitives, tu sais, où est-ce que la pression est là, la compétition est là, ça m'empêchait de grandir un peu. Puis, je passais, tu sais, c'est l'anecdote, je passais des nuits à pleurer, tu sais, je veux dire, pourquoi je fais ça? Puis ça me rentrait en question. Jusqu'à un moment donné, j'ai fait un cours en implantation d'un système comptable. Et je me rappelle, quand c'était l'examen final, il fallait revenir dans nos sources d'écriture pour pouvoir modifier une modification au niveau des stocks, là, pour faire une régulation de stock. Et je te dis que les personnes qui avaient 100% toujours se sont plantées, puis pas moi, tu comprends? Fait que là, c'est là que je me suis dit, il faut que j'embarque en TI. Genre, faut que j'embarque en TI, tu sais. Et là, tu comprends à quel point, des fois, en tant qu'étudiant, on vit des frustrations. Tu sais, moi, j'ai vécu des frustrations dans ce domaine-là, mais je me suis dit, il faut que je le finisse. Ça doit être important. C'est impossible que ce n'est pas important. Tu sais, l'argent, c'est important. C'est ce qui fait rouler une entreprise, c'est ce qui fait rouler ta vie. Donc, je pense que même si j'avais eu une certaine éducation vraiment touchée au niveau des finances, au niveau de l'argent, de la comptabilité, mon intérêt n'était pas là, justement, dû aux pressions de la société. Moi, ça, je comprends totalement. Mais tu ne penses pas que le fait que l'implantation de l'affaire comptable, vu que c'était plus concret, puis tu le vivais plus, c'est ça qui t'a plus intéressé? Parce que, mettons, tu avais été en entreprise, puis tu aurais fait de la compta, puis là, tu aurais vu vraiment les effets que ça fait sur l'entreprise. Peut-être que ça aurait donné... tu aurais été plus intéressé par ça, peut-être, je ne sais pas. Exactement. Puis peut-être finance ta liberté, c'est ça aussi le but, tu sais, de mettre des situations concrètes, de cibler les jeunes et de dire, écoutez, c'est bon pour toi à cause de ça. Oui, exact. T'sais? Exact, c'est un peu ça notre but, oui, de donner une bonne image, puis de donner une image. C'est ça, c'est une image. Comme... Exact.
puis Ouais, donner des idées en général. exact. Donc, ouais, c'est ça. Puis, en lien, pas avec ce que tu disais, mais avec ce que je disais tantôt, on est allé chercher des sources, donc pour prouver un peu à quel point la finance peut être laissée de côté. Puis, ça a été de génération en génération. Tu sais, souvent, nous, admettons, ça n'arrive pas souvent que tu parles dans un souper de famille de finance. Je sais pas Ouais. pour toi, Lucina, là, tu sais, vous n'allez pas parler avec tes parents de combien ils font, puis dans quoi ils ont investi à cette Ça me fait rire, parce que je vais faire un parallèle avec Capsule ta vie, mais c'est ça, ma mère m'a dit, ça va être difficile que le monde te lise. Je dis, je sais, parce que tu te réveilles pas un matin, je vais penser, c'est quoi de la passion, tu sais. Je vais penser, c'est quoi la finance. C'est pas inné dans nous, là. C'est pas inné en tant que tel. Exact. Le fait qu'on n'en parle pas, ça peut avoir beaucoup de répercussions parce que j'ai sorti justement, pas une citation, mais une statistique qui s'appelle l'indice d'abordabilité. Puis c'est la firme de comptabilité BDO Canada qui a fait ça. Donc, durant la COVID-19, donc on va faire un lien avec la COVID-19 en ce moment, parce que ça fait beaucoup, beaucoup de répercussions sur les familles au Québec et au Canada en général. Donc, 40% des Canadiens, la situation financière s'est détériorée au cours de la première vague. Donc, c'est beaucoup de Canadiens. On voit que la gestion financière est très mauvaise, donc ils ne savent pas comment bien gérer leur argent. Aussi, c'est qu'il y a une autre affaire, c'est que même si la crise de COVID-19 a incité plusieurs d'entre eux à réduire leurs dépenses et à épargner davantage. Donc, les personnes, ils n'ont pas besoin de dépenser, mais ils dépensent encore plus en ce moment-là. Parce que, justement, peut-être parce que c'est un manque de stimulation, surtout parce qu'on est confiné, donc ça rend les choses plus difficiles. D'acheter sur Internet aussi, Amazon. Oui, c'est beaucoup plus facile d'acheter sur Internet. C'est vrai. Oui. Comment? En plus, tu ne peux pas sortir, tu ne vois personne, fait que le monde souvent vont aller se consoler en faisant des achats sur Internet. Des achats compulsifs. Exactement. Exact. C'est exactement ça. Puis l'étude aussi, elle signale que les 2 tiers des Canadiens endettés sont incapables d'honorer leur paiement de remboursement ou doivent imposer des compressions dans leur situation budgétaire. Donc, ils doivent... les petites choses qui s'achetaient habituellement, comme par exemple, tu te fais une gâterie puis tu vas au McDo le vendredi soir, ben, ils ne peuvent plus le faire parce qu'ils ne gèrent pas bien leur argent durant la COVID-19. Puis après... Vas-y. Pour le... C'est drôle parce que moi, ça m'intéresse aussi. La finance, je trouve que c'est très important. Puis surtout, dans notre contexte de COVID, beaucoup de familles ont reporté leurs prêts, leurs prêts hypothécaires, les versements. Et ils ne savent pas à quel point. Ils ne comprennent pas. Fait qu'ils pensent que c'est c'est le double qu'ils vont finir par payer s'ils continuent à reporter. Donc, je pense que c'est des aspects de même que le COVID a fait en sorte de pallier certaines familles, mais certaines familles n'ont pas des notions en finance, ne comprennent pas comment ça fonctionne les prêts, les capitaux, les intérêts. Donc, c'est des concepts en finance qu'en ce moment, il y a des répercussions graves, tu sais, malheureusement. Mais tu penses-tu que le manque de finances en famille, c'est surtout le genre de... la finance qui est vue en mal ou qu'on ne peut pas en parler en famille? Tu penses-tu que ça a un gros lien avec ça? Oui, parce que c'est le principe du paraître, hein? Tu as beaucoup de familles qui vont dire « Moi, j'ai ça. » Ben, montre-moi ton compte de crédit, tu sais. Il y a des familles qui vont s'endetter pour paraître avec leurs voisins. Ouais. OK? Tu comprends? OK, tout le monde, ici au Canada, là, je ne dis pas que tout le monde peut faire ça, mais la majorité, on peut tout aller se prendre un crédit pour s'acheter une auto. On peut tout faire ça. OK? On peut tout le faire. Tu sais, c'est quelque chose qu'on est accessible. Tu sais, si, admettons, tu as les critères, on s'entend. Mais les gens veulent toujours paraître. Et ils sont prêts à s'endetter pour paraître. Et ça, c'est le piège du paraître. Le gazon est tout le temps plus vert chez le voisin. Oui, le gazon plus vert. Oui, c'est vrai. Oui, mais c'est ça. Il y a le côté argent, c'est ça. Il y a souvent des préjugés, mais tu te dis, OK, ben l'autre personne a ça, fait que moi, j'aimerais ça avoir ça. C'est des tentations, peut-être. Tu es intéressé pour avoir meilleur que l'autre, tout le temps meilleur que l'autre, en fait. C'est superficiel, parce que, tu sais, on parle de ça, puis on va tout alléger. Oui. Est-ce que vous connaissez ça de Benoît Chalifoux? C'est notre... Ben, j'en ai entendu beaucoup parler, mais je ne l'ai jamais vu, puis je sais qu'il fait beaucoup de... Il
fait de beaucoup conférences. de conférences, c'est ça. Ouais, il est Oui. super impliqué à l'école. Mais je me rappelle que moi, quand j'avais commencé mon bac, je suis allée voir dans une séance d'accueil, je suis allée juste voir. Puis lui, il présentait justement. Puis tu sais, que la première chose qu'il nous a dit, vous êtes jeune, venez rentrer. Allez pas acheter une nouvelle auto. C'est pas le temps. Ça, là, Puis, ça m'a vas-y. quand il a dit ça, moi, j'étais genre, qu'est-ce qu'il dit, genre? Là, il dit, ouais, vous êtes jeune, comme, achetez pas une auto. Si vous avez besoin d'une auto, ben, achetez usagée, mais comme, c'est pas le temps. Investissez ça dans vos études, tu sais. Mhm. Exactement, oui. Mais c'est drôle que tu dises ça parce que après ton point, je voulais dire ça, que le pire investissement, donc là, je vais en parler souvent dans les podcasts, mais le pire investissement que tu peux faire, c'est d'aller t'acheter une auto neuve à 20 ans. Selon moi, puis selon beaucoup de personnes, comme mettons Robert Kiyosaki ou d'autres investisseurs que j'écoute, si tu n'achètes pas une auto, premièrement, ça détériore après dès que tu sors du concessionnaire, elle a perdu quasiment la moitié de sa valeur, là. Donc, côté argent, puis côté investissement, les réparations, les assurances, les changements d'huile, les pneus, etc., 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 etc. Il y a beaucoup de billes qui s'accumulent qui, je pense, qui peuvent être laissés de côté, surtout à notre âge, déjà qu'on n'a pas beaucoup d'argent quand tu es aux études. Puis si plus que la moitié de ton argent va dans ton auto, ça ne marche pas. Ça ne fonctionne Écoute, pas. je vais te donner une anecdote personnelle sur ça. Mettons voir les pressions un peu de la société. Moi, j'ai 23 en ce moment. OK. Fait que, ouais. Je pensais pas, mais vas-y. Ouais, j'ai 23 ans et j'ai pas d'auto. OK. OK? Ouais. Puis tu me parlais, je vais revenir dans le sujet, est-ce que tu penses que dans les familles, l'argent, c'est un tabou, tu sais? Moi, je viens d'une famille super humble, hein. Mon père, il a travaillé environ 30 ans comme, il faisait des bagels, il pâtissait. Maintenant, il répare des piscines. Ma mère, femme au foyer. J'ai toujours eu, à travers mon père, cet esprit de, pour avoir quelque chose, il faut travailler. Tu comprends? Ouais. OK? Fait que moi, j'ai grandi dans ça. Fait que moi, on m'a toujours parlé de l'argent comme une façon de dire, quand tu travailles, il faut que tu fasses bien ton travail, premièrement. Tu seras rémunéré, mais avec cet argent-là, il ne faut pas que tu rentres dans, OK, il faut j'achète tout. Faut que, non, rentre pas dans ce côté superficiel. Commence à épargner. Je pense que ça, c'est un sujet qui est mis de côté aussi, l'épargne. Ouais. Au-delà de l'investissement après, où est-ce qu'on s'en va ici avec Finance en liberté, parce Non, que c'est si ça. Parce que l'épargne, le taux d'inflation... Exactement. Non, mais on en OK. va en parler une autre fois. Non, Ça. on comprend ça, mais je pense que dans, mettons, une famille moyenne, où est-ce que moi, je me retrouve en ce moment, classe moyenne, là, on parle des familles classe moyenne. Hein. Fait que c'est ça. Et j'ai toujours eu cette mentalité. Fait que moi, ma mère, elle m'a dit à 17 ans, c'est fini, là. Faut que tu commences à travailler. Là, je dis quoi? Dis, ma mère était comme, ouais, faut que tu commences à travailler. Et je dis, pourquoi? Ben, c'est une responsabilité. Tu vas commencer à faire ton argent, tu vas commencer à payer tes affaires, tes propres dépenses. J'ai dit, OK. Fait que c'est là ma première job de camp de jour. Et j'ai fait 1 mois de camp de jour. Yes! Monitrice! J'étais tournevis. Wouhou! Tournevis. Oui! Fait que, bon, juste pour mettre dans le contexte que ça dépend vraiment de qu'est-ce que tes parents, tu sais, il y a des parents qui vont dire, non, mon fils, je vais tout te payer, mon fils, genre, tu sais, comme, t'as pas besoin de te soucier pour ça, là. De toute façon, toi, tu vas être comptable, puis une fois que tu seras comptable, tu vas faire du cash, puis tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Fait il y a beaucoup de contextes de famille, il y a beaucoup de... Au Québec, on ne peut pas tout mettre la population dans un même bassin, tu sais, financièrement. Oui, il y en a. Mais tu peux être dans une classe moyenne, eh bien, gérer tes finances. Tu comprends? Peut-être t'as pas... Et comme tu dis, en effet, tu peux être dans la classe moyenne puis bien gérer ta finance, ou tu peux être dans la classe moyenne puis avoir une maison à 500 000 puis tu as de la misère à la payer, ou tu t'endettes à chaque mois parce que tu n'es pas capable de la payer. Mais ces pressions-là, le tabou des familles, des fois, c'est que même les parents, ils vivent de ça, du paraître. Ils veulent avoir le gazon plus vert que le voisin. Tu comprends? Fait que ça crée, tu transmets ce bagage malheureusement, puis tu grandis, tu sais, dans une famille que tu es comme, ben là, on peut pas avoir, je peux pas avoir une auto à 18 ans, tu sais. Mm-hmm. Non, tu comprends? Je sais. Ouais, je comprends totalement ce que tu veux dire. Mais c'est ça.
on n'est pas ici pour juger, mais on est juste ici pour comme Non. conseiller. Là, tu sais, je veux juste dire, mettons que pour Il y a pas de moi, puis pour jugement, ouais. en général, l'investissement dans une auto neuve, c'est un no-no. Là. C'est pas un No. investissement. C'est pas un Ben, investissement. c'est écoute, ça. C'est pas un c'est ça. investissement. C'est pas un investissement, c'est justement, moi, je l'ai toujours su parce que même si je vous dis, j'ai rien appris de ma technique, c'est faux, là, j'ai appris beaucoup. Puis, nous, quand on fait de la comptabilité, ton auto, sa valeur à descend, tu sais, puis il faut faire le calcul en fonction des coûts de kilométrage. Puis, c'est la valeur résiduelle. Tu sais, comme, c'est quoi la perte, tu sais, en tant que telle, là, ça se dégrade. Il faut l'amortir. C'est l'amortissement, techniquement. Qu'est-ce que tu fais quand tu achètes un auto, un camion pour ton entreprise? Bien, ça se dévalorise à travers le temps. Ouais, Fait que ça, je l'ai toujours eu en tête, tu sais. Mais l'affaire, c'est que moi, dans mon entourage, on me disait toujours, ben pourquoi tu n'as pas d'auto? Puis c'était dur parce que j'étais comme, pourquoi j'ai pas l'argent pour avoir une auto? Puis c'est ça, Tu non? comprends? Oui, oui. Mais la question on se pose, c'est comment c'est pour te déplacer si t'as pas d'auto? C'est impossible de se déplacer si t'as rien, tu peux pas te déplacer. Écoute, moi, ma technique, autobus. Ouais. Puis, on va se le dire, quand tu n'as pas d'auto, excusez-moi pour l'expression pas claire, là, tu chill moins, genre. Tu comprends? Mm-hmm. Fait que je pense que ça m'a beaucoup aidé aussi à dire, parce que quand tu as une auto, tu vas aller là-bas, tu veux dépenser là-bas, tu veux faire ça, tu veux faire ça. Mais quand tu n'en as pas, ben, je veux dire, moi, dans ma mentalité, c'est genre, ben, gars, ça va aussi avec la personnalité, mais tu sais, moi, je ne suis pas quelqu'un matérialiste dans la vie. Genre, je veux dire, si je m'en vais dans un 5 à 7, tu sais, ça ne va pas être tous les jours. Je ne sais pas si tu comprends. Ouais. Ça dépend aussi de ton lifestyle en tant que tel. Fait que là, j'ai 23 ans. On me demande encore pourquoi tu n'as pas d'auto. Là, écoute, là, ça va venir. Tu sais, moi, je sais qu'un auto, c'est de la dépense, c'est une dépense. Tu sais. Puis moi, en ce moment, justement, j'ai pris conscience des finances comme d'une façon plus concrète, là, parce qu'après la maîtrise, comme Hello World, tu sais, comme qu'est-ce qu'on fait? Fait que ça aide beaucoup à faire des choix en termes de est-ce que je m'en vais louer? Est-ce que j'investis dans l'IMO? Est-ce que, tu sais, mais moi, dans ma tête, l'auto, non. L'auto, c'est pas un investissement, OK? Non, c'est des dépenses. Fait que quand je vais avoir une auto, puis écoute, c'est comme ça. Puis ça dépend aussi de l'endroit où est-ce que tu vas travailler. Tu sais, à un moment donné, je vais devoir... Moi, je vis en banlieue, je suis à Laval. Je suis une Lavalloise. Fait que ouais, faut faire des sacrifices, hein, aussi dans la vie. Ouais. On a toujours un coût de renonciation. Ça fait partie de la finance aussi. Tu fais des choix. Tu vas avoir une auto pour te déplacer, pour avoir du fun. Tu as besoin d'une auto pour aller travailler. Mais là, tu vas choisir ton auto en conséquence. Tu comprends? Mm-hmm. Tu vas aller vers une auto plus abordable. Ouais. Puis, juste pour être sûr, quand Agustina dit IMO, c'est l'investissement immobilier, donc dans des condos, juste pour l'auditoire qui n'avait pas bien compris. Puis, explique-nous un peu le coût de renonciation par rapport à tes choix, justement. Mes choix? Ben, c'est quoi en général le coût de renonciation? Comment tu pourrais le montrer, pas en image, mais pour que le monde... Oui, ça se calcule très bien aussi. Je pense que aussi en finance, vous le calculez, en tout cas. Mais pour juste le verbaliser, c'est que dans la vie, quand tu fais un choix, tu renonces toujours sur quelque chose. Par exemple, je peux prendre l'auto comme exemple. Ben moi, j'ai pas de l'argent pour l'auto en ce moment. J'ai investi dans mes études. Fait qu'en ce moment, je renonce à quelque chose qui va m'engendrer des dépenses quotidiennes. Si, admettons, je dois, en ce moment, avec le télétravail, ben c'est parfait pour moi, je reste ici. Puis quand tu as moins de déplacements à faire, tu as moins de coûts. Tu as moins de dépenses à faire. Mais ça dépend aussi de ta façon de t'investir, que tu investis ton argent. Ouais. Comme j'ai montré tantôt, les statistiques disent le contraire un peu de qu'est-ce que tu dis. Amazon. Ouais, Amazon, c'est une très bonne dépense, surtout pour tout le monde en général. Mais moi, j'avais jamais vraiment commandé. Puis là, tu sais, j'ai commandé des livres. C'est plus un investissement pour moi, des livres, parce que j'apprends des nouvelles choses. Moi aussi, je commande des livres sur Amazon. Des livres. J'utilise, en fait, je ne sais pas si vous savez, mais Amazon, au début, c'était supposé être une grosse bibliothèque digitale. Donc, il allait juste vendre des livres en ligne. Donc, moi, j'utilise Amazon pour sa vraie façon. Pour acheter des livres. Mais oui, donc Amazon, au début, c'était supposé être une grosse bibliothèque digitale. Puis finalement,
s'est éloigné, pas éloigné, mais il a ouvert son esprit, puis il a vendu encore plus il s'est visé plus de produits encore, puis là, il vend toutes les sortes de produits qu'il n'y a pas possible dans le monde. C'est incroyable, ça. Oui. Jeff Bezos, c'est un très grand entrepreneur. Ouais. Ouais. Là, je veux revenir plus le côté skills, parce que là, on parle vraiment plus côté investissement sur ou l'apprentissage de qu'est-ce qu'il faut investir dedans. Mais l'apprentissage, en général, tu sais, des skills qu'on a dans la vie, il faut jamais... En fait, je vais recommencer ma phrase. Admettons que tu es vraiment bon au golf et tu veux tu veux commencer à donner des cours de golf, mais tu sais que toi, tu es super bon au golf. Par contre, dès que tu dis, je vais partir mon cours de golf, il n'y a personne qui vient. Il n'y a personne qui vient à ton cours de golf parce que, justement, tu n'as pas le skills qui te permet d'attirer des clients. Tu as bien beau être super bon au golf, mais le skills d'attirer des clients, attirer des personnes qui vont venir prendre des cours avec toi n'est pas là. L'apprentissage, par exemple, dans le livre de Robert Kiyosaki, il apporte une histoire comme ça. C'est l'histoire d'une femme qui, elle écrit des livres puis elle est super bonne, mais elle ne réussit pas à en vendre beaucoup. Puis elle se pose des questions. Elle demande à Robert Kiyosaki un jour comment que je pourrais vendre mes livres pour que ce soit plus intéressant, pour que les gens veulent acheter mon livre. Puis Robert, lui, il avait lu ses livres puis il dit c'est super bon, tu devrais continuer à travailler fort. Puis lui, Robert, pour l'aider, pour la conseiller, il avait proposé de prendre des cours en vente. Donc, des cours qui vont lui permettre de bien vendre son livre, de bien commercialiser son livre. Donc, elle, quand il a dit ça, était abasourdie. Elle a dit « Voyons donc, là, c'est pas vrai que je vais apprendre des skills. Moi, je veux juste vendre mon livre. Non. » Donc, qu'est-ce qu'on retient de cette histoire-là? C'est que c'est beau être super bon dans quelque chose, oui, mais je pense que l'ouverture d'esprit puis l'apprentissage de d'autres skills, ça peut vraiment être très important. Je sais pas qu'est-ce que tu en penses, Gustina, mais est-ce que tu penses que l'apprentissage d'un seul skill, ça peut te mener loin ou l'apprentissage de plusieurs skills en même temps, c'est ça qui permet de vraiment avoir un bon bagage? Oui, moi, ça me fait rire parce que moi, je pense que justement, tu as les compétences techniques, tu as les compétences un peu sociales aussi. Tu sais, je veux dire, des compétences douces qu'on appelle. Fait, compétences techniques, c'est tout ce que tu maîtrises. Dans qu'est-ce que tu étudies, dans qu'est-ce que tu apprends. Mettons, cette madame, elle est bonne à rédiger des livres. OK, parfait. Mais tu as les compétences douces, c'est comment toi, face à la personne qui va t'acheter de quoi, ou la personne qui va t'écouter, ou la personne qui va je sais pas, appuyer ton idée, comment tu vas l'attirer? Bien, ça, c'est des compétences douces en tant que telles. C'est de dire comment je vais faire mon approche pour que cette personne s'intéresse à ce que je fais. Puis Olivier avait parlé beaucoup du marketing. Puis je trouve que moi, j'ai aucun background en marketing. J'ai dû faire face à plusieurs cas en marketing. Puis c'était très challengeant parce que c'est quelque chose qu'on laisse de côté quand on étudie des concepts plus financiers, plus informatique, on est plus dans mais c'est vrai, c'est chiffré, c'est clair, net. Mais le marketing peut être autant chiffré puis peut avoir des retombées autant positives dans qu'est-ce que tu commercialises, tu sais. Surtout avec les réseaux sociaux en ce moment. Je pense que c'est fou, puis avec les données aussi, on peut faire beaucoup d'analyses dans l'analyse de la psychologie d'un consommateur. On peut aller au-delà du marketing traditionnel, le prix, produit, distribution. Bon, ça, c'est quelque chose que c'est du basic, mais je pense que c'est antiquité. Ça veut dire que c'est du management d'avant. Là. On faisait les affaires de même, mais ça a évolué. Justement, le management, parce que moi, je suis en management. Est-ce que tu dirais plus que c'est une pensée cartésienne, justement, un peu plus côté comptabilité, puis le marketing apporte plus une pensée systémique, donc tu vois plusieurs choses? Bien, je trouve que c'est très cartésien, puis si je relate un peu avec le concept de ERP de ce monde, genre, les logiciels de gestion intégrée, ça a été implanté au début juste pour intégrer notre production, notre comptabilité.
Puis ensuite, ça a venu nos ressources humaines. Fait qu'on implémentait des modules genre SAP, genre, tu comprends? Fait qu'on a, mais à un moment donné, on s'est rendu compte que ben, si on intègre tout, même nos ventes, tu sais, si on intègre ça, puis on est capable de diffuser l'information d'une meilleure façon, et tu as une meilleure intégration, un meilleur flux d'informations à l'interne pour quand tu vas vendre ton produit à l'externe, tu auras des retombées 1000 fois positives. Puis ton gars en finance, il va faire « Oh my God, c'est malade. » Tu vas comprendre que dans notre société, investir dans... avoir des équipements, mettons dans les entreprises, avoir des équipements, c'est souvent à perte. Que maintenant, avec le e-commerce, on a besoin de moins d'entrepôts. Puis moins d'entrepôts, tu as moins, tu sais, ta rotation des stocks. Fait, on va loin, là. Mais je veux dire, mais je veux dire que c'est important d'avoir beaucoup de skills. Puis quand je dis beaucoup de skills, c'est autant en vente, autant être, comment ça, tu sais, quelqu'un qui est bon en plusieurs affaires. Polyvalent. Polyvalent, voilà. Oui. Être polyvalent, je t'ai dit polyvalent, c'est ça. Être polyvalent dans ce que tu fais, de comprendre le 360. Parce que moi, ça, le monde me demande, je suis comme, mais comment tu fais pour faire ça? Je dis, il faut que tu comprennes le 360 d'une entreprise. Si tu ne comprends pas le 360, tu vas toujours stocker dans un poste plus routinier, tu sais. Dans ce que toi, tu connais. C'est comme l'histoire de la maman qui veut vendre des livres, qu'elle est pognée, elle n'est pas dans le 360, justement. Exact! Elle ne comprend pas le processus au complet. Mais là, tu parles de ERP. Est-ce que tu peux juste expliquer c'est quoi en général pour que le monde comprenne un ERP, c'est quoi? Un ERP, c'est un logiciel de gestion intégrée. OK? Fait que ça, c'est dans le monde des affaires, on implante ça progressivement. C'est-à-dire que c'est des systèmes qu'on centralise l'information. Ce qui arrive, c'est que maintenant, les entreprises travaillent beaucoup actuellement sur Excel. OK? Mais on se rend compte que Excel, ce n'est pas une base de données. OK? Excel, tu rentres des données, tu saves, mais si tu veux créer une nouvelle version à chaque année, il faut que tu crées un nouveau fichier. Mais ça, ce n'est pas une base de données qui est intégrée, où est-ce que l'information est diffusée et partagée au sein de plusieurs utilisateurs clés. Et dans le fond, on me dit souvent, oui, mais moi, mon père travaille, je ne sais pas où, on a implanté ERP, puis ça ne marche pas. Mais pourquoi ça ne marche pas? C'est parce qu'on ne comprend pas la nature et l'essence des processus d'une entreprise. En comprenant l'essence de où est-ce que mes investissements proviennent en termes de finances, en termes financiers, pour pouvoir faire mes activités d'exploitation, là, je peux savoir combien c'est mes retombées. Puis comment je fais pour attirer plus de clients? Bien, c'est avec mon marketing. Tu comprends? Oui, je comprends totalement. Fait que les systèmes de ERP appuient cette polyvalence. Mais le problème, c'est que si tu as des personnes avec un management très cartésien, tu ne pourras jamais implanter un système intégré d'information. Mais aussi, un ERP, c'est un système informatique dans une entreprise en général. Tu sais. Puis, comme on parlait de 360, c'est qu'avec un ERP, tu peux faire le 360 parce que tout est relié ensemble. Fait que les données de vente, les données de marketing, les données de finance, etc., ressources, opération, production. Donc, tout est ensemble, ce qui permet de récupérer les informations beaucoup plus rapidement. En temps réel aussi. En temps réel, faire des pronostics, et tu peux faire des statistiques, et tu peux faire de la recherche opérationnelle avec ça. Mais le problème, c'est qu'en ce moment, les entreprises, nous, on apprend à l'école ça parce qu'on est la future génération qui va être les futurs jeunes professionnels. L'affaire, c'est que les entreprises, en ce moment, ils ont des lacunes parce que leur management ne sont pas version moderne, ne sont pas modernisés. Ils sont encore dans l'antiquité, ils sont encore dans le bureaucratique. Oui. On en parle beaucoup dans mes cours. On en parle beaucoup. Management humain. Donc, c'est un management que la hiérarchie est très droite. Donc, tout le monde est au même niveau. Ce qui permet que lorsqu'on fait un projet, par exemple, les personnes sont beaucoup plus... ils communiquent mieux ensemble. C'est une meilleure communication. Mais là, on s'éloigne un peu du sujet. On parle pas de TI. Mais donc... Comme on dit, c'est qu'il n'y a pas un skills, mais c'est le 360 qui peut rendre le tout très important. Comme un ERP, 360. La chose aussi qu'on a oublié de mettre le doigt dessus, je pense, c'est que, comme Agustina disait, lorsqu'on finit l'école, on se dit « OK, clock, j'ai ma job, je vais faire de l'argent, puis fuck le reste. » Désolé du sac, là, mais... Donc, moi, je pense que le désir d'apprendre après l'école, c'est très, très important. J'ai pas fini l'école, mais j'ai l'intention de continuer à lire des livres, à me renseigner sur tout. C'est ça qui va vraiment me permettre d'aller vers ma liberté financière.
Donc, lorsqu'on finit l'étude, il ne faut vraiment, vraiment pas arrêter, tu sais, parce que euh, la roue, elle n'arrête pas de tourner, comme on dit habituellement. Absolument, absolument. Puis, je sais pas pour toi, Olivier, mais tu me disais que tu lisais beaucoup, beaucoup, mais tu me parles de marketing, puis je trouve ça vraiment intéressant parce qu'un gars de finance qui me parle de marketing, c'est important. C'est, Non, est-ce mais que tu as lu ça à l'extérieur de l'école ou c'était vraiment quelque chose que tu as appris dans ton cours de marketing? non, marketing, c'est vraiment pas ma force, en fait. OK. Justement, La mienne non plus. ça serait comme un contre-skill, ça serait mon contre-skill marketing. Puis, en fait, j'ai vraiment pas, je me suis pas renseigné assez, justement, pour dire si j'aime ça ou j'aime pas ça. Mhm. Je trouve ça important de dire si, admettons, je me renseigne, puis je m'efforce à en apprendre de plus en plus, mais je vois vraiment que j'ai de la difficulté à l'apprendre ou peu importe, mettons, c'est vraiment pas ma force. C'est important aussi des fois de déléguer. Mettons, si je me Ouais. pars à une entreprise ou quelque chose comme ça, puis je vois que ça me tire trop de jus, puis je mets moins d'importance sur, mettons, mes forces, mettons, Ouais, dans mon endroit. Là, c'est absolument. important de justement garder ses forces pour tes bons skills, puis peut-être déléguer pour. Ouais, ça, c'est ça. C'est plus pour un début, partir en entreprise, admettons, tu sais, c'est ça. C'est qu'il ne faut Partir. pas que tu aies peur de déléguer, comme tu dis, tu donnes des responsabilités aux autres. C'est Exact. drôle parce que ça fait partie d'un bon leadership aussi, tu sais, comme déléguer, c'est important, mais faut pas délaisser le fait que c'est important quand même d'avoir une certaine connaissance sur ça. Ouais, Tu sais, admettons, tu Exact. délègues, mais tu comprends. Tu sais, si tu comprends, Exact. Why not? Au moins la vous êtes dans la même ligne d'onde à Exact. the end, tu sais. Parlant de leadership, justement, j'ai pas écouté OD, mais j'ai vu que tu as fait une story par rapport au leadership très, très, très fort. Là, on rentre dans les connaissances générales de tout le monde. Occupation double. Monsieur Charles, Ouais, donc je veux pas le bâcher sur mon podcast de Finance ta liberté, on veut mais, pas le bâcher! mais regarde, tout ce que vous entendez de leadership de Monsieur Charles, c'est aucunement du leadership, c'est plus de l'autoritaire. Il va imposer son idée, Ouais, mais il va ouais. dire qu'il est leader. Donc ça, c'est aucunement leader. Ne prenez pas ça pour exemple, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci, bonsoir! Merci, donc c'est ça. On C'est finit ça avec le but! le podcast au complet, c'est pour Charles qu'on l'a fait. C'est ça! Ben, c'est ça, c'est une autorité abusive. Puis ça, c'est très nuisible aussi. Puis je pense que dans notre bac, on nous fait, tu sais, on a des cours de comportement organisationnel et tout. Et on nous dit c'est quoi. Il y a beaucoup de types de leadership parce que ça, c'est propre à notre personnalité, tu sais. Tu as quelqu'un qui va prendre plus des décisions de ah ben non, là, c'est noir ou blanc, tu sais. Noir ou blanc. Mhm. Puis t'as des personnes. Mais je pense que l'autorité abusive, c'est même pas la définition du leadership. Tu sais, Non, c'est aucunement leadership. c'est pas ça. Donc, aucunement c'est en lien. vraiment comme tu dis, c'est une autorité. Tu imposes tes convictions. Tu dis, ben moi, je pense que c'est ça. Donc, toi, non. Charles, c'est pas un bon exemple. Mais c'est quand même drôle parce qu'il y a sur ce que j'entends, parce que moi, je ne l'écoute pas. Mais je pense qu'il y a une grande influence sur les autres gars dans la maison. Ouais. Mais ça fait que. Ouais. est-ce que tu pourrais faire un lien avec le fait que les entreprises d'aujourd'hui marchent encore, pas toutes, mais encore avec une certaine autorité. Donc, OK, ça c'est moi, c'est mon idée, on suit mon idée. Puis maintenant, dans la maison des gars, ben, les gars, vu qu'ils sont habitués à ça, ben, peut-être qu'ils suivent plus cette lignée-là. Puis ils disent, ah ben oui, c'est un leader, c'est comme ça que je vois ça, un leader. Je pense que les gars, si on parle un peu dans le contexte, puisque c'est très représentatif aussi à une entreprise ou peu importe dans qu'est-ce que tu mènes dans la vie, OK? Je pense que c'est un type de personnalité, premièrement, Charles, puis sa façon d'imposer ses idées, ben les gars, c'est pas qu'ils sont d'accord avec ça, c'est que quand tu vis avec une personne 24 heures sur 24 qui agit de même et t'es confiné à ça, ouais, c'est sûr. Tu baisses la tête, tu comprends? Tu baisses la tête. Puis tandis que dans une entreprise, tu es confronté à une personnalité qui est autoritaire, ben tu veux dire, wow, attends, on est plusieurs à ne pas être d'accord avec ça. T'sais? Exact, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Puis généralement, là, tu ne vas pas embaucher des personnes de même. Non. Non, mais c'est drôle parce que... Puis c'est rendu un prérequis hein, pour l'embauche. Ouais, ben ils font des tests de personnalité maintenant, là. Mm-hmm. Donc, ça rend les choses plus difficiles pour ce genre de personnes-là. Bon, ben, j'ai vraiment aimé notre conversation d'aujourd'hui. Je veux pas que ça dure 2 heures parce que ça pourrait durer 2 heures, je le sais. Donc, je vais conclure là-dessus. Mais Agustina, merci vraiment beaucoup d'avoir été là aujourd'hui. C'était vraiment le fun de discuter avec toi. Olivier aussi, merci beaucoup. Apprécié. Donc, je vais aller plus vers la conclusion. Donc, vous pouvez vraiment nous suivre sur Instagram,
sur Finance ta liberté. Et vous pouvez suivre Agustina sur la page Capsule ta vie. Donc, Capsule, C-A-P-S-U-L-E-S. Ta vie. Non. Donc pas de S. Capsule Podest, C-A-P-S-U-L-E-T-A-V-E. Capsule ta vie. Et voilà. Oh oui, une autre chose, on cherche encore des artistes québécois pour faire nos transitions dans les émissions. Donc, si vous faites de la musique, on serait intéressé à travailler avec vous. Et soyez vraiment pas gênés. Donc, vous pouvez partager, discuter les différentes conversations qu'on a faites aujourd'hui. Vous pouvez nous écrire. On est vraiment ouvert à discuter avec vous. Toutes les discussions, ça permet de faire un plus grand apprentissage puis de devenir encore plus grand par rapport à ça. Vous pouvez nous trouver sur Spotify, Apple Balados, YouTube, Anchor, c'est une application de podcast. Donc, si vous cherchez notre podcast, il est sur toutes ces plateformes-là. Et vous allez retrouver aussi dans la description différents livres que nous trouvons intéressants à lire. Donc, par exemple, Rich Dad Poor Dad qui a été perdu en Italie, mais moi, je l'ai encore. Donc, elle l'a acheté sur Amazon. Et Agustina a aussi écrit L'art subtil de Not Giving a Fuck. C'est quoi ce livre-là? Faites juste un petit briefing. Puis, Ouais, fait que c'est un livre, là, c'est vraiment recommandé. C'est un trend du New York Times. New York, là, c'est un gars de New York qui il parle vraiment de dire faut vraiment choisir nos fucks, c'est-à-dire nos choix de vie. Donc, ça rentre vraiment dans... Ça parle pas directement de la finance, mais c'est des aspects de ta vie. C'est-à-dire que dans la vie, tu fais des décisions, mais il faut que tu choisisses les bonnes décisions, puis il faut que tu deals avec tes propres souffrances. Fait qu'à the end, tu es le maître de ta vie. Parfait. Ben, ça a l'air très intéressant. Donc, elle a l'écrit en anglais, donc c'est The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Donc, voilà, Je vais mettre ces deux livres-là dans la description des liens, peut-être pour l'acheter. Peut-être pas pour le trouver dans votre bibliothèque, je ne sais pas où vous habitez, mais donc vous pouvez le trouver n'importe où sûrement. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. C'était Pierre-Gabriel Côté et Oli. Olivier Saint-Marcin. Olivier Saint-Marcin, oui, Olivier Saint-Marcin. Et merci beaucoup avec Agustina encore. C'était Finance ta liberté. Merci beaucoup. Merci. Finance ta liberté.